Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Greg's Whisky Guide. Voici une vidéo en français. This is a French language video. Bear with me, there will be others in English soon. Thanks. Voilà, donc comme promis, suite au sondage que j'avais fait en fin d'année dernière, après la vidéo bilingue anglais-français sur Craig et Lackey il y a environ 2 semaines, je vous propose, après réflexion, mais le choix, je ne vous cache pas, était multiple, puisque j'ai des whisky dans ma collection, si je compte pas forcément les échantillons, de 13 pays différents. Voilà, producteurs dans le monde sur plus d'une cinquantaine, si c'est pas une centaine, qui produisent du whisky de par le monde. Il y a une énorme explosion dans la production de whisky, vu l'engouement des années 2000, 2010 et le succès notamment des whiskies japonais, suédois et indiens. Là je parle notamment pour les succès en Europe. Amrut, je vais vous proposer de vous faire découvrir un petit peu Amrut et par la même prétexte, donc je vais faire 2 sujets en un, le prétexte pour vous parler du vieillissement. Voilà. Alors je ne vais pas aborder tous les aspects du vieillissement des whiskies en fût parce que ce serait beaucoup trop long, mais on va parler du vieillissement tropical et par exemple ici, et donc de ce que ça implique sur la maturation et sur le résultat final. Voilà, en climat tropical. Donc, avant de vous présenter Amrut en tant que distillerie de whisky, mais pas seulement, je vais juste vous dire un mot sur le contexte du whisky indien, parce que c'est quelque chose de très particulier. Amrut, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure, donc débute et créé en 1948. Mais il faut savoir que la production de whisky indien, en fait, elle est énorme. Ici, je regarde les statistiques de cet ouvrage que je vous conseille, même s'il est en anglais, qui paraît chaque année. Eh bien, surprise ou pas surprise, le whisky le plus vendu au monde est le McDowell's No. 1, produit en collaboration entre Diageo qui est anglo-espagnol et United Spirits qui est indien, donc 2 méga sociétés, avec 25,7 millions de caisses de 9 litres vendues notamment en 2020. Voilà, ce sont les statistiques. Il y a une partie intéressante, même si très succincte. Les statistiques détaillées sont vraiment un outil important professionnel pour le marketing, et les ouvrages sur les statistiques de vente de whisky de production très détaillés coûtent une fortune. Donc on est content d'avoir 3, 4, 5 pages tout de même pour pas très cher, 15 €, environ 15-16 € dans cet ouvrage, le Malt Whisky Yearbook. En volume d'exportation, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais clairement l'Asie et l'Océanie est en tête pour l'exportation du scotch vers ces régions-là, mais le scotch qui arrive par exemple en Inde est très taxé, en mesure de représailles de ce que je vais vous expliquer. Et donc voilà, donc si je vois les premières ventes en whisky dans le monde, bien avant Johnny Walker, premier whisky écossais vendu, c'est le Black, 12 ans, et ensuite le Jack Daniels, donc Tennessee Whiskey, le Jim Beam, etc. Les 3 premières places, non 4, oh mon Dieu, les 4 premières places sont occupées par des whiskies en fait qui ne sont pas tout simplement qui ne sont pas du whisky selon les définitions juridiques de l'Europe et de l'Écosse. Donc l'Écosse qui fait partie évidemment du Royaume-Uni, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait là je vais vous parler d'exceptions. L'Inde possède 3 distilleries
de whisky qui font du whisky pour leur population, d'une certaine façon, qui est interdite en Écosse et en Europe et dans le monde, même de manière générale, même si on peut trouver des bouteilles ailleurs. Mais il n'y a que pour le moment 3 distilleries qui exportent leur whisky dans le reste du monde, ou en tout cas en Europe. Il n'y a que 3 marques, 3 distilleries voilà, donc vous pouvez trouver des whiskies qui répondent à des définitions internationales de whisky juridiquement, donc qui utilisent de l'orge maltais tout simplement. Ou quand ce sont des blends d'autres grains, mais en tout cas Amrut comme Paul John comme Rampur par exemple, les 3 distilleries dont vous pouvez trouver des whiskies en France même, évidemment le plus souvent par la maison du whisky et tous leurs cavistes intermédiaires. Voilà pourquoi, parce que en fait pour des raisons de coût et bon, tout un tas de raisons autres, mode de consommation également, le marché local indien en fait est saturé de whisky fait à base de mélasse, d'alcool neutre et un peu d'orge maltais, voire pas du tout. Et évidemment ça ne répond pas à la définition communément admise en Écosse, même au Japon d'ailleurs, et qui a aussi des soucis de règles concernant le whisky, dont j'ai déjà parlé en anglais, je reparlerai sans doute un jour en français. Donc voilà le plus gros problème, et il y a aussi beaucoup de whisky de contrebande clandestin, et là on parle de méthanol et on parle de produits extrêmement dangereux pour la santé qui peuvent engendrer cécité, mort, etc. etc. Il n'y a pas plus que mort, mais je veux dire plein de troubles de santé. Donc si jamais vous allez en Inde, faites attention si vous n'allez pas dans des grands hôtels ou des petits hôtels, mais des endroits un peu plus obscurs où on vous propose des choses qui sont sans étiquette ou que j'avais jamais entendu parler, méfiance, voilà, parce que ça peut non seulement ne pas être du whisky, mais être très dangereux pour la santé. Donc voilà pour le petit préambule. Pour cet ouvrage, donc j'ai utilisé le Malt Whisky Yearbook, j'ai utilisé aussi évidemment tout ce que j'ai appris sur la distillerie et dont parfois vous ne trouverez pas d'informations, donc il y a quelques petites choses exclusives. Sinon, j'utilise cet excellent atlas mondial du whisky de mon ami Dave Broom. Là, c'est la première édition, elle a été refaite, réactualisée. Donc, vous voyez, et on va en parler. Pourquoi je vais parler du vieillissement tropical? Parce que en Inde, avec la mousson et tout ça, c'est pas triste. Ça n'est pas du tout les mêmes conditions de vieillissement qu'en Inde. Sinon, si vous regardez ici, vous avez là où il est marqué Bangalore, donc Amrut, voilà, donc au sud de l'Inde. Un peu plus haut, dans la ville de Goa, vous avez McDowell, donc qui fait ce fameux terrible whisky. J'en ai goûté une fois, c'est insipide, insignifiant. Donc à Goa, vous avez également Paul John, dont j'ai 2 bouteilles, mais c'est Amrut dont j'ai le plus de choses, et on va pas tout déguster aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une bouteille qui est fermée, mais voilà, je dégustais 3 whiskies et partageais mes impressions avec vous. Souvent, les whiskies d'Amrut sont fournis avec un livret assez sympathique. Là vous avez une carte et là c'est intéressant aussi parce qu'on voit que, et c'est bien expliqué, on utilise l'orge de l'Himalaya, l'orge maltais sur les flancs au pied de l'Himalaya, qui est bien sûr mise en valeur sur les bouteilles et dans les renseignements. La distillerie elle-même n'a franchement pas un look très attractif, c'est une usine. Elle a des succursales et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je ne vais pas parler de tout ce qui est marketing, les légendes, etc., d'où vient le nom. Voilà, ce n'est pas
vidéo promotionnelle, une vidéo en profondeur. C'est une vidéo, même s'il y a beaucoup d'infos. Oui, alors je parlais, avant d'oublier, je parlais d'Himalaya, etc. La distillerie, elle n'est pas au pied de l'Himalaya, mais par contre, à Bangalore, elle est située à 915 mètres d'altitude, ce qui n'est pas négligeable. Je vais parler des températures, etc. Donc elle a été fondée, mais avant, en 1948, le premier single malt, qui n'avait pas ce look-là, mais était beaucoup plus baroque au niveau typographie, au niveau de l'étiquette. Donc 1948, 2004 pour le premier single malt qui n'a pas de nom, par single malt, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est la référence de base à laquelle ensuite ont été ajoutées d'autres versions d'entrée de gamme, dont la Rajigala, que j'ai ici, que j'ai déjà chroniqué en anglais. Je vous engage d'ailleurs, si vous voulez voir d'autres choses sur les whiskies du monde, oui, ça va arriver en français, mais j'ai fait 2 ou 3 vidéos au moins sur les whiskies du monde que je vous conseille pour telle année, ou en général, ou 22 whiskies du monde qu'il faut avoir chez vous, etc. Ou 5 whiskies du monde qu'il faut avoir chez vous, enfin des choses comme ça. Donc premier single malt en 2004. Donc oui, la production est d'environ 1,5 million de litres, mais 1 million de litres, avec 4 gros alambics, capacité de 5000 litres. Mais la distillerie produit près de 35 millions de litres parce qu'elle fabrique aussi du gin, du rhum et de la vodka. Voilà, et donc le fait de fabriquer du rhum aussi lui permet d'utiliser ces fûts pour certaines versions, que je n'ai pas ici, mais voilà. Aujourd'hui, alors je vais vous présenter ce que j'ai dans ma collection et ensuite ce que l'on va goûter. Et je vais vous parler du climat après. Donc, le Rajigala, qui est une version à 40 degrés, une trentaine d'euros, qui est une version très, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment tourbée. Là, j'ai une bouteille de 2019. Donc non tourbé, sauf pour une version, je vais vous expliquer. Donc le Indian Single Malt Whisky, tout simplement, donc à 46 degrés. Donc ça, c'est une bouteille de 2013. Oui, mes bouteilles sont assez anciennes, j'ai beaucoup de choses, mais je tape pas forcément tout le temps dedans. Celle-ci, beaucoup. C'est vraiment d'ailleurs une des meilleures ventes de la maison du whisky et de beaucoup de cavistes en France. Et probablement la meilleure vente en whisky indien, en Europe peut-être. Amrut Fusion, c'est une version à 50 degrés et c'est une version qui a la particularité d'avoir une partie de ses fûts de malt tourbé. Voilà, mais qui ne vient pas d'Inde. C'est une version, c'est le lot 4 de 2020. Quand vous voyez batch, en fait, ça veut dire lot. Simplement un groupe de fûts qui ont été mis en bouteille à telle date et telle année. Et donc, on considère que c'est un lot. Ensuite, voilà, de temps en temps, je vais dire des choses qui sont un peu plus pour les profanes, pour élargir un peu le contexte. Donc désolé si ce sont des redites, mais voilà, comme je fais pas tant que ça de vidéos en français, il est possible que un nouvel auditoire vienne voir ce qui se passe. Donc voilà. Ensuite, vous avez Amrut Porto Nova, qui est une version élevée dans différents types de fûts et différentes fois. Donc je vais vous expliquer en détail. Donc là, c'est le batch 1, le lot 1, pardon, du 10, donc octobre 2011. Et oui, elles sont vieilles, mes bouteilles. Enfin, le Intermediate Sherry Matured, souvent résumé sur l'étiquette à Intermediate Sherry. Alors, le Porto Nova est un brut de fût à 62,1% d'alcool, tandis que celui-ci, il est à 57,1%. Voilà. Donc souvent, c'est dans des tubes, voilà, avec une décoration très
typé, il y a un petit peu de sanskrit en bas. J'ai réussi à avoir une bouteille avec une belle dédicace en sanskrit. Voilà, ce que j'ai eu l'occasion de... Je sais même pas si on va la voir, si ça va passer à l'écran, je suis pas sûr. Oui, j'ai eu l'occasion de participer à des masterclass où c'est pas évident. Ouais, ça n'a pas grand intérêt, désolé. Oui, déguster leur whisky depuis... peut-être depuis 2005 ou 2006. Faudrait que je vérifie. Mais voilà, donc distillerie que je considère comme probablement une des 50 meilleures au monde côté whisky, quel que soit le pays. En tout cas, fait partie de mes 100 distilleries préférées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, voilà, 915 mètres d'altitude. En été, entre 20 et 36 degrés, alors qu'en hiver, entre 17 et 27 degrés, vous vous rendez compte? Le climat est entre... et l'hygrométrie, il y a aussi la mousson, bien sûr, mais peut aller de 60 à 90%. Pourquoi je parle de ça? Parce que en Écosse, où on a un climat un peu plus tempéré, même si ça peut descendre, notamment dans les Highlands du Nord, et avoir beaucoup d'humidité, on reste, pour la part des anges, dans ce qu'on appelle en anglais the angel share, on perd par évaporation, donc dans les interstices des douelles, des fûts dans les chais, on perd par évaporation, ce qu'on surnomme la part des anges, 2% de l'alcool, du contenu, par an. Donc, il se passe un bon moment, 30, 40, 50 ans, avant que le fût commence à être dangereusement amoindri en quantité, mais aussi en degré d'alcool. Après, ça dépend du type de chai. Les chais modernes, de type rack, où les fûts vont jusqu'à 10 fûts de hauteur, 10 à 12 fûts de hauteur, les entrepôts palettisés, comme on dit, où les structures sont plutôt en matériaux modernes. Donc là, l'alcool s'évapore moins rapidement, l'eau oui, et le titrage peut rester, notamment sur les hauteurs, les fûts les plus en hauteur, peut rester par exemple jusqu'à 60 degrés pour un whisky qui aura plus de 20 ou 30 ans. C'est très étonnant, mais ça peut arriver. C'est arrivé notamment dans le passé en Écosse, on va pas être trop long là-dessus, lorsque Diageo, qui s'appelait pas encore Diageo, mettait en fût... oui, c'est ça, mettait en fût un distillat qui n'était pas à 63,5 degrés, comme c'est la norme depuis les années 2000, environ 2005, mais à plus de 70 degrés. Il faut savoir que quand on distille du whisky selon les normes européennes et même françaises, on ne doit pas dépasser 94,8% d'alcool, sinon c'est prohibé. On ne peut pas distiller au-delà de 94,8 degrés d'alcool. Ordinairement, ce sont les whiskies de grain, les eaux de vie de fruits, etc., qui peuvent monter jusqu'à 80 ou plus. Pour le whisky, on est plutôt en termes de maximum 75-78, mais plus souvent entre 65 et 70, mettons. À partir de là, l'enfûtage, la mise en fût, se fait selon des conventions en Écosse pour pouvoir faire des échanges entre distilleries, etc., producteurs, assembleurs. La convention, c'est de descendre par adjonction d'eau distillée à 63,5% avant de mettre en fût. Là, le problème, même si on le fait à peu près à ce degré-là en Inde, le problème, c'est que nous avons affaire, avec ce climat tropical, à une évaporation, donc la part des anges, qui va non pas de 2% comme en Écosse, mais de 10 à 16% au maximum. Ce qui fait, donc le vieillissement est accéléré, l'évaporation de l'alcool également, mais il y a un effet de maturation qui est un peu artificiel
mais qui est bluffant de prime abord. Il y a un effet de maturation qui donne l'impression, pour un 5 ans d'âge, par exemple, d'avoir un whisky qui a 10 ans ou 15 ans. Ce n'est qu'une impression quand on creuse un peu, qu'on est expérimenté, car on peut s'apercevoir qu'il manque une certaine profondeur parfois que l'on trouve dans ces whiskies plus âgés. Mais, notamment chez Amrut, qui a démarré son whisky plus tôt que ses concurrents indiens exportés, qui n'ont pas des whiskies aussi âgés que cela à nous présenter pour l'instant, c'est assez remarquable. J'ai eu l'occasion de déguster les 2 premières versions de Greedy Angels, Ange gourmand, effectivement, où Amrut avait sorti dans un joli flacon et à prix assez élevé, dans les 200 €, et maintenant beaucoup plus, un 8 ans et demi d'âge d'abord, ensuite un 10 ans, qui sont quasiment le maximum que la distillerie puisse faire sans trop souffrir au niveau des coûts de production. Parce que là, le fût était clairement à moitié vide. Au bout de 8 ans et demi, le fût était à moitié vide. Donc vous vous rendez compte la perte au niveau financier pour la distillerie. Et donc elle doit répercuter le coût sur la bouteille, le prix de la bouteille en vente. Donc voilà, pour les côtés généralistes, qu'est-ce que ça donne, ce type de vieillissement accéléré? C'est plutôt un distillat huileux, avec des notes un peu exotiques, safran, coco, cela au bout d'environ 5 ans. Là, tout ce que je vais vous présenter a environ 5 ans et un peu plus pour les deux dernières versions. Donc nous allons déguster. Non, on va passer à la dégustation. Sans préambule, on est déjà à 20 minutes, c'est pas l'idéal. Voilà. Nous allons déguster donc d'abord cette version, qui est la version, on va dire, la plus courante et la plus représentative. C'est ça pour moi qui est plus intéressant que le Rajigala, qui est vraiment pas cher. Là, celle-ci est dans les 50 € environ, si mes renseignements sont bons. Batch 55 juin 2013, j'ai peut-être dit des bêtises tout à l'heure, non c'est ça, j'étais pas aussi précis. Donc le vieillissement se fait en fût de chêne, là on est dans des fûts qui ont contenu du bourbon, donc orge de l'Himalaya, 46 degrés. Il n'est pas fait mention de filtration à froid ou pas, de coloration caramel, on ne sait pas, mais vu le vieillissement accéléré, la couleur devient une question presque secondaire, si j'ose dire. Voilà. Donc, alors j'ai mes propres notes, mais je vais essayer de les réactualiser. Là, alors au niveau viscosité, ce qui est intéressant, je ne sais pas si on va voir la caméra, je vais essayer déjà pas renverser mon contenu. Ouais, donc les larmes, là on les voit peut-être. Les larmes restent assez... les larmes et les jambes, c'est ce qui s'accroche aux parois du verre, qui descend plus ou moins lentement. Et suivant la lenteur de la descente et le caractère qui colle aux parois, la lenteur de la descente, le nombre de larmes et les arabesques qui sont faites, on peut avoir une idée du gras du whisky, donc s'il est filtré à froid ou pas. Il faudra que je vous reparle de tout ça. La filtration en froid, en gros, elle supprime une bonne partie des congénères, ce qu'on appelle les corps gras. Ça, j'ai vu ça même en distillerie. Et donc, ça ne veut pas dire que tous les whiskies sont filtrés à froid, c'est-à-dire les 3/4 du marché sont mauvais. C'est juste qu'ils ont un peu moins de gras, un peu moins de consistance et qu'ils altèrent un peu le distillat une fois vieilli. Ils vous enlèvent une partie des arômes au nez et des saveurs en bouche. Voilà. La coloration aussi, on en reparlera, elle a un impact sur le goût quand elle est massive ou significative. Elle n'en a pas quand c'est juste 1 ou 2 gouttes. Ça aussi, je l'ai vérifié en distillerie de whisky et en société de négoce de cognac. Donc on ne peut plus me raconter n'importe quoi. Voilà. Le nez. On est sur un distillat très propre, comme on dit, clean, avec l'orge maltais qui vient vraiment en avant.
mais aussi un goût particulier, un peu exotique, et effectivement un peu safrané, un peu, pas curry, mais un peu curcuma. On a la vanille ensuite, et le boisé. Alors le boisé d'Amrout est typique, il est un peu sec, il est un peu tannique. N'oublions pas, vous avez les tanins du vin, quand vous utilisez des fûts qui ont contenu du vin, mais vous avez aussi les tanins qu'il y a dans le bois naturellement. Voilà, tout cela est modéré ou accentué suivant le type de traitement que vous opérez au fût. Toastage, brûlage, etc. C'est trop technique, ça va trop loin. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais j'y reviendrai si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est très propre. Il y a un peu de vanille en fond. Il y a vraiment un chêne de jolie qualité. Les épices douces, alors les épices douces, c'est du gingembre qui serait râpé, un peu confit, donc pas trop agressif. Ce serait un peu du poivre blanc ici peut-être. Un peu de girofle, un peu de muscade, un peu de cannelle, c'est ce que je nomme moi les épices douces que les Américains disent baking spices pour cuisiner. Alors, quelques agrumes en arrière-plan, un peu de citron, pamplemousse, orange confite peut-être. Petite touche d'abricot. Voilà, santé. Alors très caractéristique, huileux, généreux en arôme. Fruits confits, abricots, vanille. Et derrière très vite à la fois un côté sec, un peu épicé. Puissant mais pas agressif, mais puissant et sec. Et en finale, un côté un peu exotique qui revient. Quelques beaux esters, un petit peu de bonbons anglais, de poire, un peu mûr, un peu confite. Oui, le miel, j'ai oublié le miel. Et un petit peu de caramel mou. Excusez-moi. Voilà, c'est ce qui ressort également. C'est un whisky très plaisant. C'est pas un whisky qui est très trafiqué, entre guillemets, avec beaucoup de caramel ajouté, beaucoup de traitements différents de fût. Donc il peut déconcerter un peu celui qui est habitué au whisky écossais. Il est typé. Amrout est un single malt typé. Typé indien et typé Amrout, si j'ose dire. Les Paul John sont différents. Rampour également. Je n'ai pas de Rampour pour le moment. C'est la dernière distillerie en date à être exportée et à arriver ici il y a quelques années seulement. Voilà, donc très plaisant. Je vais l'ouvrir légèrement. Voilà, on est à 46, c'est un degré idéal. Pourquoi je l'ouvre quand même, comme je dis en version anglaise? Parce que pour moi, et aussi c'est ma casquette d'assembleur qui parle, et ça c'est vérifié par les assembleurs qui mettent la moitié d'eau même, pour évaluer beaucoup d'échantillons, ceci explique cela, mais aussi pour voir les défauts. Plus vous mettez d'eau, plus vous voyez les défauts. Ça ne veut pas dire que si vous mettez plein d'eau et que ça ne vous paraît pas terrible, c'est mauvais. Ça veut juste dire que il y a certaines caractéristiques qui vont être déséquilibrées par l'eau et qui ne vont pas forcément bien réagir. Et que le whisky sera moins équilibré, mais il n'est pas destiné à être bu forcément aussi dilué. Ça dépend des whiskies, enfin, c'est une autre discussion. Mais quelques gouttes d'eau, c'est toujours intéressant pour réveiller les arômes qui sont masqués par l'alcool lors de votre première dégustation. Les mêmes éléments sont présents. Peut-être juste un petit peu plus huileux, un peu plus crémeux. Légèrement crémeux, plus huileux que crémeux. Il y a une jolie viscosité dans ce whisky. J'en parle pas assez de la viscosité. Voilà.
C'est très agréable, ce mélange de vanille, d'épices, côté un peu safrané en effet, des fruits confits, et le chêne qui structure. Si j'osais une comparaison, mais le funk en moins, comme on dit, quand je pense au vieux Springbank 10 ans des années 2000, début 2000, tout début 2000, quand il y avait ni tourbe ni chéri, on peut se rapprocher un peu de ça. Il y a cette même élégance avec un chêne présent qui structure. Voilà. Du côté écossais contemporain, difficile à dire. Faudrait que je réfléchisse. Voilà, donc ça c'était donc le Indian Single Malt, la version... alors, parfois, Amrut fait des choses beaucoup plus exotiques. Elle a utilisé notamment quelque chose qu'elle ne peut pas appeler de la même façon, des fûts ayant contenu des épices et des oranges. Aussi, elle a une version qui est affinée en fût de brandy et d'autres choses. La Kadambam, qui est une version assez populaire également, et c'est une note très forte de noix de cajou. C'est très pâtissier. Voici peut-être la référence qui se rapproche le plus d'un whisky écossais. Pourquoi? Parce que l'orge maltais qui est utilisé à 25% provient d'Écosse. Alors la distillerie n'est pas spécifiée, mais on peut penser que c'est soit continental, donc dans ce cas-là peut-être Benriach, soit Islay, et donc là peut-être la Frog, qui est une des distilleries qui donne le plus son distillat avec Kaolila aux indépendants et aux blenders, mais aussi peut-être... bon, je vais m'arrêter là pour la spéculation. Alors, c'est une version un peu particulière, donc aussi pour ça. Le taux de tourbe, lors du premier salon où j'ai découvert cette marque, je l'ai deviné à 2 ppm près, donc je suis assez fier, en discutant avec le directeur de la distillerie. Il est de 24 ppm. Donc on est situé à peu près au niveau de Beaumort, et en dessous de la Frog, contrairement à ce que j'entends, on est à 30 à 40 chez la Frog, 55 chez Ardbeg, pour vous donner une idée. ppm, c'est les parties par million, c'est une partie des phénols qui sont ce qu'on dénomme une unité de mesure de la tourbe, mais c'est faux en fait, c'est plus compliqué que ça. Une partie seulement des phénols sont ce qui résulte de la tourbe. Il y en a d'autres. Voilà, j'ai déjà parlé de ça en anglais. Voilà, j'en reparlerai si besoin. Mais je ne veux pas rentrer trop dans la technique. Il y a des choses que moi-même je ne maîtrise pas, qui sont très très compliquées. Il y a un blog qui est très bien là-dessus, celui de mon ami Romboot. Il a dit Whisky Nerd. Voilà. Alors on est à 50 degrés. Les fûts sont des fûts ayant contenu du bourbon. Et on est à 5 ans et demi. On est, je pense, 1 an ou 2 de plus que le single malt. Oui, toujours se rincer, c'est mon conseil. Juste avant de boire quoi que ce soit d'alcoolisé de ce titrage-là, et pour refaire un peu le palais, et entre chaque whisky, c'est mon conseil. De toute façon, sans eau, pas de dégustation pour moi. C'est ma politique. Alors... l'accroche, c'est dommage. Bon, j'ai pas une caméra super performante, j'ai pas de budget non plus qui va avec. Je préfère acheter des whisky à la place, désolé. Pour l'instant, en tout cas, tant que j'ai pas de système de... Alors, on va pas se plaindre. Alors, bon, vous les voyez pas, c'est pas facile. Mais voilà, c'est une accroche modérée, ça descend assez vite. Je pense qu'il est filtré à froid. Hein. Mais ça persiste un peu. Et c'est très raide au niveau de la descente. La robe, elle est, on ne sait pas si elle est colorée, mais elle est presque ambrée, hein, elle est jaune d'or foncé. Alors si vous aimez les whisky tourbés, ne vous attendez pas à une explosion de tourbe, ne vous attendez pas non plus à une tourbe très médicinale, très cendrée, hôpital, couloir d'hôpital, bandage, etc. Non, on n'est pas chez la Frog. Mais on va voir en bouche, c'est plus, ça se précise plus qu'au nez.
Au nez, on a les fruits confits, le miel, on a beaucoup de choses. Et tout est fondu. Il y a un fondu magnifique. C'est une des raisons, à mon avis, du succès de cette version. Oui, du miel, du cuir. Le cuir, c'est aussi une caractéristique avec le coco et le safran ou le paprika du style j'allais dire McMyra, oh mon dieu, Amroth. Je vous parlerai de McMyra une autre fois. Distillé suédoise. Du style Amroth. Allez, santé. Splendide. Tout est fondu, le miel, les fruits confits, le petit côté coco, mais pas tant que ça. Et cette tourbe qui est profondément imprégnée, bien que 25% de l'orge soit tourbée, on la sent. Alors moi je dirais en bouche, c'est plutôt une tourbe continentale, si on parlait, entre guillemets, si on parlait d'Écosse, mainland comme ils disent. Moi je dirais Benromach pour son côté presque un peu pneu, un peu chauffé au démarrage rapide d'une voiture, rubber comme on dit en anglais. Voilà, c'est un côté comme ça peut paraître désagréable comme ça, mais c'est une note qui est classique dans les whisky tourbés, notamment chez Benromach, un petit peu parfois chez Springbank. Voilà, ça a l'air comme ça désagréable, mais ça se mêle un peu au cuir. On est sur les banquettes de voitures avec un peu de sueur. On n'est pas si loin de Springbank, c'est vrai, mais c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. On n'a pas ce côté maritime du tout. Voilà, un peu de caramel aussi. Petit côté, oui, safran, paprika, mais c'est léger. Allez. C'est inexplicable, mais ça fonctionne. Tout est fondu. Bon, en plus, la bouteille est ouverte depuis un moment, elle est en dessous du milieu, donc ça évolue plus vite. Alors parfois, je mets un peu de coup de pompe à vin pour... j'aime pas trop gazer. Il y a des systèmes, j'en reparlerai, avec des bombes à gaz inerte, l'argon, etc., qui permettent d'enlever l'air pour une meilleure conservation. Dans mon expérience sur les whisky tourbés, ça réussit pas trop bien, donc je le fais plus. À la place, j'utilise, petit conseil, une pompe à vin, Vacu-Vin, etc., c'est le nom de marque, avec bouchon en plastique, pour enlever l'air. Ensuite, j'enlève bien sûr le bouchon en plastique, et tout de suite après, donc il n'y a que quelques bribes d'air qui sont parties, je remets le bouchon d'origine. À propos du bouchon d'origine, en fait, Amroth est un des premiers à utiliser, en tout cas dans les World Whisky, comme on dit, un système de seau, donc qui est en dessous de la petite capsule d'aluminium qui est ou d'autres matériaux qui sont par-dessus. Donc en fait, voilà, c'est pas la même bouteille, mais quand vous avez ça, vous avez le truc tout autour, vous l'enlevez et vous êtes obligé de couper. Et donc là, ça montre que la bouteille a été ouverte. Et il y a des références dessus, voilà, un code. Donc ça vous permet de savoir que la bouteille est authentique et que c'est bien celle-là que vous dégustez. Je vais l'ouvrir avec un petit peu d'eau. Alors d'autres distilleries maintenant sont en train de mettre sur le marché des bouteilles qui sont plus sécurisées pour éviter la fraude, avec d'autres systèmes plus ou moins électroniques. Voilà, avec quelques gouttes d'eau. Ah, c'est très plaisant ce mélange miel, cuir, orge maltais, très légers éléments exotiques et petit côté presque poivré en finale, mais sans excès, un peu sec. Tout ça fonctionne très très bien.
Alors, j'ai plus la note en tête pour le... J'ai oublié de donner ma note chiffrée. On est à 89,5 sur 100 pour donc le single malt. Là, je crois qu'on est à plus de 90, mais j'ai plus la note en tête. Ça fait partie des archives auxquelles je n'ai plus accès, donc il faudrait que je regarde sur... vous avez une note en ligne, de toute façon, sur mon site internet. Vous avez les notes de... Alors, peut-être pas le single malt que j'ai acheté après avoir fait le... Parce que je peux plus faire de mise à jour sur le site, j'ai un gros souci. Donc, pendant quelques mois, ça va encore être comme ça, désolé. Mais j'ai revu peut-être une dizaine brièvement et 4 ou 5 versions d'Ambrut sur mon site gregwhiskeyguide.com, allez voir. Et vous avez l'histoire de la distillerie aussi, vous avez plein d'éléments, et donc comme je disais, quasi exclusifs. Alors ensuite, on va goûter un monstre de Porto, un des plus beaux whiskies de ma collection. Je vous dis pas la note chiffrée tout de suite, mais elle pourra vous surprendre. Là, il s'agit du lot 1, donc une des premières mises, je pense, d'octobre 2011. Il y a eu 1250 bouteilles. Là, ce sont des éditions Porto Nova et Intermediate Cherry, sont des éditions régulières, mais un peu plus limitées que... là, il y a 1500, c'est ça, 1500 bouteilles. 1250 bouteilles ont été produites. Et là, on est à 62,1 et je pense que la couleur est naturelle. Donc, ce qui s'est passé, alors c'est aussi une des distilleries qui a innové en matière de maturation. Pas forcément le type de maturation et le nombre, etc. Mais la manière dont ils ont combiné les choses. C'est-à-dire le whisky a subi un premier vieillissement en fût et en contenu du bourbon, donc américain. Ensuite, elle est passée par des fûts de Porto qui sont plus grands. Donc, si ma mémoire est bonne, on passe de 180 à 200 litres pour le Bourbon à 500, 600 pour le Porto. Je vais vérifier. J'aime pas vous dire des bêtises, des approximations. Ne quittez pas. Alors, donc il n'y a pas de spécification, mais donc j'ai recensé dans ce petit classeur tout un tas d'informations importantes, notamment tous les types de fûts, les formats, etc. Il est considéré donc par les écrivains du whisky, et y compris des sites comme Bruichladdich, donc des sites de producteurs. Portpipe, c'est le nom du type de fût, qui est un peu allongé. Entre 500 et 600 litres, 650 litres, souvent 550. Voilà, ça vous donne une idée, plutôt que 180 à 225 pour les fûts de Bourbon. Donc, plus le fût est petit, plus le contact est important avec le distillat et plus il va marquer le distillat. C'est aussi pour ça que je vous en parle. On parle de maturation. Les plus petits fûts utilisés de manière sérieuse par les distilleries. Alors, le plus petit fût utilisé, à ma connaissance, pour toute une série de whisky, c'était Mackmyra avec les Gravity Casks de 30 litres. Je sais que depuis, on en a fait d'autres. Alors, il y a les vrais et les faux Quarter Casks. Il y a les octaves aussi. Je reprends mes notes pour ne pas dire de bêtises. C'est une petite aparté que je vais essayer de faire vite. Et encore, je n'ai même pas parlé du contenu précédent des whiskies. En général, c'est ex-bourbon ou ex-sherry, c'est-à-dire Xérès en français. Ne pas confondre sherry et cherry. Sherry, c'est Xérès, cherry, c'est cerise. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui des expérimentations dans le monde avec des fûts ayant contenu de l'alcool de cerise, l'eau de vie de cerise. Bon, j'ai pas goûté encore. Donc oui, donc je vous disais les Carto en France, 56 à 67 litres, voire plus. Là, c'est une mesure française. C'est vraiment, c'était pour le vin, la bière et parfois d'autres alcools. Glenarmor a utilisé des fûts de Carto. J'ai jamais goûté malheureusement. Ensuite, on a les Small Barrels 45 à 90, c'est les vrais Quarter Casks. Roundlet 68, Kilderkin, donc Springbank a des versions célèbres avec ça, j'en ai à la maison. Donc 68, 82 litres. Vous avez le Firkin qui est 45 à 80 litres. Le Blood Tab 40 à 50 litres. Anchor, effectivement, 42. Octave, alors ça va de 22,5 litres à plutôt 48 litres environ pour les fameux Octaves de Duncan Taylor, à savoir. Encore des infos exclusives, je ne voudrais pas dire. Hawkshead, c'est 225 à 250 litres, c'est un fût reconstitué.
où jusqu'à 50% des douelles abîmées ont été remplacées par du, en général, chêne européen. Ensuite, vous avez 225 à 300 litres barriques, donc typiquement de vin. Barrique bordelaise 225, voilà, il y a plein d'autres. Madère, c'est 60 à 650 litres. Les butts, les fameux sherry butts. Il y a aussi des butts de Bourbon parfois, mais en général, c'est du sherry 480-520 litres. Les Puncheon 450-520 litres ou plus, ça c'est des fûts allongés. C'est intéressant pour l'impact sur le whisky. Bon, le Solera, c'est encore autre chose. Et j'en passe. Voilà, ça vous donne une petite parenthèse, le temps que... Donc là, on est sur une robe ambrée, voire acajou. Oui, acajou, je pense qu'on peut dire. Les jambes sont... Alors, j'agite un petit peu. Les jambes sont persistantes, elles sont extrêmement collantes aux parois. On est sur de l'alcool qui est très puissant. L'âge, il me semble, je ne suis pas sûr qu'on est à un peu plus de 6 ans. Alors là, il faut faire attention au nez. C'est un whisky très boisé, il faut le savoir, mais aussi intense au niveau aromatique. On n'est pas si loin, d'habitude je ne dis pas ça, mais ça fait longtemps que je n'ai pas dégusté, on n'est pas si loin des bourbons bruts de fût qui contiennent un certain pourcentage de seigle. Donc c'est un whisky qui pourrait plaire aux amateurs de bourbon et de seigle brut de fût. Et notamment les bourbons âgés de 15 à 25 ans, qui ont le chêne qui est vraiment étroitement lié aux saveurs de caramel, d'érable, etc., de seigle. On est sur quelque chose, moi j'avais noté Baba au rhum, Loukoum, bois de santal au nez. Ah, désolé pour le bruit de travaux. C'est pas sympa. Voilà, un nez absolument exubérant, magnifique. Allez, en bouche. Très puissant, hein, sans eau, attention. On a ces notes pâtissières exotiques, mais on a aussi beaucoup de bois et surtout des épices assez puissantes. On a, oui, un bouquet d'épices un peu orientales. On a quand même un peu de pointe de muscade, pas tellement cannelle et girofle. Voilà. Moi je dirais du poivre 5B, voire poivre de Sichuan. C'est un petit côté presque acidulé, mais ça reste quand même ferme, sec et droit. Pour parler un peu comme vocabulaire du vin, je vais le réduire. Je vous le conseille pas pour ceux qui ne sont pas passionnés de whisky, et je vous conseille pas cette version. Ou je vous conseille de le diluer avec, on va dire pour cette quantité-là, un demi-bouchon pas trop rempli d'eau minérale. Si c'est votre mesure, 7 ou 8 gouttes. Si vous avez... Je vous conseille ça, ça se trouve en pharmacie ou sur internet. C'est un compte-gouttes, c'est très utile. Et notamment, je vous le conseille si vous êtes en déplacement en salon pour ouvrir votre whisky. Sans en foutre partout, s'il y a des gens qui bousculent, qui sont autour. Et puis, voilà, c'est quand même mieux avec de l'eau, mais attention, les fûts qui sont marqués par un distillat qui est une maturation précédente liée à l'univers du vin, que ce soit du vin ou du cognac, armagnac et autres, tout ce qui est lié au vin directement ou indirectement, le Porto l'est évidemment, c'est un vin cuit, ne réagit pas forcément bien à l'eau qui va exalter le caractère tannique du whisky.
Donc il faut y aller par étapes. Goûter avec 2-3 gouttes, ensuite regoûter si ça ne vous convient pas avec un peu plus, mais pas d'un coup avec beaucoup d'eau parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Alors je vais le noter après pas mal d'aération. Je reviens tout de suite. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour les premiers 10 centilitres, environ 5-10 centilitres, j'ai noté ce whisky à 97 sur 100, et oui, absolument sublime, équilibré, tout ce que vous voulez, ultra puissant, aromatique. Et là, alors c'est le problème de mon appartement qui est assez chaud, j'ai pas un climat indien, mais pas très loin, dans un certain sens, donc pas du tout ce qu'il faut pour le whisky. Je suis sous les combles, enfin c'est mansardé et puis mal isolé. Je retombe à 91 au lieu de 97, et j'ai encore tout ça de la bouteille, c'est dommage. Mais 91 c'est une excellente note, à savoir chez moi tout ce qui est au-dessus de 84, 85 on va dire, et qui est entre 87 et 90, c'est plutôt excellent. 92 à 95, là on commence à aller vers des choses très très sérieuses. Et bon, 96, 17 et au-dessus, on est dans le, voilà, vraiment le remarquable de chez remarquable. Et puis 97 et au-dessus, c'est exceptionnel. Il faut prendre le temps avec des bestiaux comme ça. Alors le développement est très joli. Un côté bois de santal, cuir, un peu végétal maintenant, un peu sous bois. On se rapproche un peu de vieux single malt brut de fût écossais de 30 ans d'âge. Mais c'est plus direct, c'est un peu plus brutal. Et du coup, on est en fait pas loin de brut de fût de bourbon américain, sans le côté d'emphase sur le caramel et l'érable, les choses comme ça. Donc on est sur un exotisme plus oriental. Voilà. Bon, c'est une longue vidéo encore, beaucoup plus que ce que je pensais. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur certains whiskies du monde, en tout cas en Inde. Voilà, les déguster avant d'acheter, évidemment, comme d'habitude, si vous pouvez. Il y a aussi, n'oubliez pas les mignonnettes que certaines boutiques vendent. Par exemple, je pense que la maison de whisky a une mignonnette du Fusion, et peut-être du Single Malt aussi, je crois que j'en avais acheté déjà. Ou si vous allez dans un bar à whisky sérieux, voilà, essayez ces versions-là, n'achetez pas à l'aveugle. Et voilà, à bientôt pour d'autres vidéos en français et en anglais. Au revoir.